Alors tout à l'heure, j'ai chanté d'ailleurs, en ce qui concerne ce couplet ici, j'ai chanté « Où est la très sage Héloïse, pour qui Châtré fut et puis moine, Pierre Esbaillard à Saint-Denis, pour son amour eut cette essoine. » Et c'est comme ça que le chante Brassens aussi. Semblablement, où est la reine, qui commanda que Buridan fut jetée en un sac en Seine, évidemment la Seine, où sont les neiges d'antan. Et en fait, à l'époque de François Villon, il fallait chanter « Pour qui Châtré fut et puis moine, Pierre Esbaillard à Saint-Denis, pour son amour eut cette essoine, semblablement, où est la rouenne qui commanda que Buridan fut jeté en un sac en Souaine. » Tout ça a rimé, en fait. Et c'est le problème avec ce genre de rime avec le vieux français. Alors, c'est pas je ne suis pas linguistiqué, je ne sais pas si vous avez remarqué, je n'ai pas la même coupe de barbe, on n'est pas barbu de la même façon. Je ne suis pas linguistiqué, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un vieux François, un vieux français, un français moderne, et entre les deux, il y a un siècle ou deux où c'est très très fluctuant. C'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que chacun le dit un peu comme il veut d'un village à l'autre, c'est pas du tout arrêté. On est donc pile poil dans cette période, la fin de guerre de 100 ans. Il y a peu de temps après, à la Renaissance, vous avez peut-être entendu parler de, par exemple, les ordonnances de Villers-Cotterêts de 1539, qui est un des premiers documents officiels qui commence à ancrer un petit peu le français donc, dans quelque chose de stable. On est là avant Rabelais aussi. Rabelais, ou déjà, pour le lire aujourd'hui, vous accrochez-vous. Et à côté de ça, donc, alors, il y a ces histoires de rimes qui ont d'ailleurs un aspect intéressant. Pourquoi est-ce que je vous ai joué du Aragon tout à l'heure? C'est pas juste pour le plaisir du beau mot, c'est parce que Aragon, en fait, dans un de ses poèmes, écrit un truc, je crois que c'est dans la rime de 1940, parce que la question c'est comment on sait que c'est François Villon, et pourquoi pas François Villon? Vous voyez, tel que c'est écrit, on pourrait très bien dire François Villon. Et la réponse, elle est que, comme l'écrit Aragon, et nous dirions Villon comme tout le monde, si François Villon ne s'était prémuni contre notre ignorance en faisant rimer son nom avec Couillon. Il a fait aussi rimer d'ailleurs avec Carillon, avec Vermillon. Et alors par exemple, Couillon, on sait bien que personne n'a jamais dit Coulon. Ça n'existe pas, ça a toujours été Couillon. Donc c'est comme ça qu'on sait que Villon se dit bien Villon et pas Villon. Et donc c'est intéressant parce que voilà, ce genre de rime permet de retracer un petit peu la prononciation de certains mots. Il y a des mots qui sont même perdus. Essoine, voilà, on ne sait plus trop aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire épreuve? Est-ce que ça veut dire douleur? On ne sait pas trop. Ça se situe vu le contexte, ça se situe là-dedans, parce que Châtré, donc Châtré, tout le monde voit. Comment ça se passe? Ceci dit, c'est un peu compliqué aussi une question, parce qu'entre Châtré, est-ce que c'est juste des couilles ou est-ce que c'est aussi émasculé? Enfin, bon. En tout cas, ça a été suffisamment fort pour qu'il arrête de l'avoir, Héloïse. Hein. Ça c'est sûr, ça. Parce qu'il s'agit bien d'Héloïse et Abélard. Hein. Esbaillard, c'est Pierre Abélard. Le fameux couple voilà, qui a baisé comme des lapins pendant quelques années, jusqu'à ce que l'oncle d'Héloïse le retrouve, avec des gros gars à lui. Ils l'ont chopé dans une ruelle et ils lui ont coupé les couilles. Donc ça peut peut-être vous parler, puisqu'il y a un personnage dans un épisode qui en parle à la fin. Et là, tout de suite, ils ont arrêté de se voir, ça a été que des lettres. Bizarrement, ça avait passé le goût de la chose. Mon Dieu, quelle époque. On va remonter un petit peu plus haut, parce que justement, dans les trucs qui ont été perdus, il n'y a pas que le sens des mots comme Essoine, il y a des trucs très rigolos. Tout est noté là, mais je m'en fous, j'en ai pas besoin en fait. Dites-moi où, dans quel pays. Bon, les tournures de phrases, hein, elles sont ce qu'elles sont, voilà, c'est du vieux François, on fait avec. Et Flora, la belle romaine, alors Flora c'est une déesse des fleurs, les Floralies, on fêtait les fleurs, c'est a priori au printemps. On en retrouve aussi une version grecque. Il y a aussi une histoire comme quoi ça pouvait être une romaine, une patricienne, etc., très, très, très riche et tout, qui aurait demandé à ce que, à sa mort, on continue à la célébrer. Et on aurait greffé le truc à la déesse grecque pour en faire donc ce personnage de Flora. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais Flora, belle romaine, Thaïs, tout ça,
écho parlant quand bruit emmène, écho qui parle quand on fait du bruit, hein, puisque l'écho, voilà. Écho, c'est donc cette créature mythologique, qui n'est pas vraiment une déesse, mais qui est une truc des bois. Enfin, je vais peut-être reprendre mon téléphone. Une nymphe des bois. Et ça porte un nom aussi, je crois, particulier, non? Une dryade. Hop. Un volcan. Une oréade. Une nymphe, en effet, des montagnes. En tant que nymphe des montagnes, on l'appelle une oréade. Donc elle détournait l'attention de Héra pendant Junon, enfin, on se place pendant que Zeus ou Jupiter allaient faire ses affaires. Et quand Héra s'en est aperçue, ça n'avait pas plu du tout. Et donc elle a été condamnée à répéter les derniers mots qu'elle venait d'entendre. Et cette pauvre Écho donc est tombée amoureuse de Narcisse. Toxique comme relation. Et donc il y a plein de quiproquos qui sont assez rigolos, puisque comme elle peut répéter elle a été condamnée à ne répéter que ce qu'elle venait d'entendre, l'autre il dit des trucs complètement égocentrés, évidemment c'est Narcisse, et elle, de manière pathétique, elle le répète sans jamais être entendue. Lorsqu'il va se noyer, ce con, il dit « Ô merveilleux jeune homme, je t'ai aimé en vain, adieu », en parlant à lui-même évidemment. Et donc Écho qui répète « Ô merveilleux jeune homme, je t'ai aimé en vain, adieu », en parlant pour elle. Ouh, putain, j'ai les larmes. Enfin bref, après ça, elle a commencé à se dessécher, à tomber en poussière, ses os sont devenus des pierres, etc. Et puis il ne restait plus que la voix, et c'est pour ça que depuis, il y a l'écho qui... Donc vous voyez, entre Flora et Écho, on est vraiment clairement dans le domaine de l'Antiquité. Et donc là, François Villon évoque tous ces personnages qui étaient d'une beauté voilà, fabuleuse, légendaire. Donc vous avez Flora, vous avez Écho. Entre les deux, on va remonter un peu, Thaïs. Alors le nœud Thaïs, c'est pas que Archipiada née Thaïs, ça ne veut pas dire qu'elle s'appelait Thaïs quand elle était jeune femme, qu'ensuite elle a épousé un mec qui s'appelait Archipiada. C'est pas qu'elle est née Thaïs, c'est une formule en fait qui veut dire ni Archipiada ni Thaïs. C'est comme ça qu'on le dirait aujourd'hui, ni l'un ni l'autre. Thaïs c'est sympa aussi. Alors Thaïs, il y a plusieurs possibilités en fait, on ne sait pas trop exactement de qui il parle. Il pourrait parler d'une Thaïs du IVe siècle après Jésus-Christ, qui est Sainte Thaïs, en fait, Sainte Thaïs, mais je crois que c'est pas dans le calendrier de par chez nous, c'est plutôt ailleurs. Une pécheresse égyptienne qui s'était repentie, qui était une ancienne prostituée, danseuse, mime, actrice, elle avait la totale. Alors, elle avait coché toutes les cases des trucs qu'il ne fallait pas faire. Et on ne sait pas, et ça se trouve, c'est tout à la fois, parce que c'était un peu le même genre de personne qui faisait ce genre d'activité. Les hommes se battaient jusqu'au sang, etc. Il la couvrait de richesses et tout. Et puis quand elle a découvert Jésus, bonjour, vous connaissez Jésus, il a ouvert sa porte un jour, il y a un mec qui pouf. Et elle s'est convertie, elle a fait don de toute sa richesse, toute sa fortune. Et puis donc, elle a fait 3 ans de pénitence en cellule, dans un couvent, elle a brûlé une partie de ses biens, etc. Elle est sortie, et puis 14 jours après être sortie de la cellule, elle est morte. Ça valait le coup. Donc c'est peut-être cette Thaïs-là. Moi, je ne sais pas. Je préfère, comme vraiment on est dans l'antique, la vraie antiquité, hein, moi je préfère penser qu'il s'agit de Thaïs, une hétaïre athénienne du IVe siècle, dans cette fois-ci avant Jésus-Christ, qui est un personnage en fait qui était donc une femme très très belle. Hétaïre, ça veut dire compagnon, parce qu'en fait elle a fait partie des gens qui ont suivi Alexandre. Et comment les choses se recoupent. Elle a suivi Alexandre dans sa conquête de la Perse, et on lui prête une anecdote. Alors elle s'est... parce qu'il faut savoir que quand Alexandre est parti, alors évidemment il y avait des soldats, hein, de la cavalerie, etc. Et il y avait ses propres troupes macédoniennes, il y avait ceux qu'il avait chopés dans les cités grecques, qu'il avait écrasés juste avant. Et puis il n'y avait pas que des guerriers en fait, il y avait aussi... il y avait des philosophes, il y avait des géographes, il y avait des acteurs, mais des acteurs pour divertir les troupes voilà, quand ils campaient, quand ils étaient placés. Il y avait aussi des mecs, le mot ne me revient plus comme ça, mais il y avait des mecs qui s'étaient payés à compter les pas. Clématiste. Arpenteur. Alors, arpenteur, c'est le mot, mais je cherchais le mot grec en fait.
Mais bref, vous regarderez, vous chercherez, vous retrouverez. Les mecs, voilà, ils comptaient leurs pas pour voir un petit peu quelle distance ils avaient parcouru et pour dresser comme ça, aider les cartographes à dresser une carte vraiment beaucoup plus précise que celle que les Perses avaient en main. Et il y avait donc des prostituées aussi. Évidemment, armée en campagne, il y avait des prostituées pour les soldats, pour le commun. Et il y avait aussi donc des courtisanes, voilà, qui étaient des nanas qui, en dehors de leur activité sexuelle, étaient aussi des femmes. C'était rare à l'époque, des femmes qui étaient éduquées, qui participaient au banquet. Ce qui veut dire participer au banquet, qui voulait dire aussi participer aux discussions philosophiques, etc. Et donc il y avait Thaïs parmi elles. Et la nana, elle est restée un petit peu dans l'histoire parce que... alors d'abord, elle est restée dans l'histoire parce qu'elle s'est mise en couple avec Ptolémée. Il a même fait des enfants, c'est la première femme de Ptolémée. Et puis elle est restée dans l'histoire parce qu'il y a ce truc comme quoi, après une nuit passée à boire, à Persépolis, et ben, au petit matin, genre la discussion part sur un ton de « Ouais, Alexandre !» C'est Thaïs qui parle. « Ouais, Alexandre, tes potes, ils sont là avec toi, ils t'adorent, ils feraient ce que tu veux, tu pourrais leur demander de brûler le palais, ils le feraient. » Et là, le mec, en fait, c'est « Chiche !» Et ils ont cramé Persépolis. Il y a une peinture, d'ailleurs, si vous cherchez ça sur le net, vous verrez, Thaïs, elle a été immortalisée par je ne sais pas quel peintre, en je ne sais pas quelle année, mais on la voit qui tend une torche carrément au mec. Vas-y mec, vas-y, c'est du bon, vas-y, va foutre le feu. Mon Dieu, comment les femmes ont été représentées à travers l'histoire. Ah, c'est malheureux. Maintenant, on va parler d'Archipiada. Archipiada. En fait, Archipiada, c'est Alcibiade. C'est quoi hein? Un mec d'une grande beauté, qui ont été amants avec Socrate. Platon en parle dans les banquets, tout ça machin. Alcibiade, il y a Question d'Histoire qui fait une très belle vidéo là-dessus, d'ailleurs, je vous invite à la regarder. Alcibiade, qui était un mec qui a trahi tout le monde. Alors, il a trahi les Athéniens pour Sparte, Sparte pour Athènes, et après il a trahi tous les Grecs avec les Perses. Enfin, c'est une belle enflure, mais une très belle enflure, très beau. Et donc, à un moment donné de l'histoire, pour un chrétien, pour un copiste, pour un moine, il voit des sources dans lesquelles on parle de quelqu'un qui a une très grande beauté, qui a des relations sexuelles avec Socrate. Bon, c'est une gonzesse, c'est logique. Et donc le mec a remplacé tous les il par elle. Et François Villon n'en savait rien. François Villon, qui était un mec instruit et tout, lui, on lui a appris que Archipiada, c'était une gonzesse. C'est pour ça, c'est pas par malice ou par quoi que ce soit. C'est pas par souci LGBT, je ne sais quoi. C'est pas vraiment. Il a rajouté Archipiada dans sa liste des belles dames du temps jadis. Et c'est comme ça qu'un mec se retrouve dans la liste des dames du temps jadis. C'est pas mal la vie. J'adore. Ça montre aussi un petit peu justement comment les savoirs se perdent, se déforment et puis ensuite reviennent en fonction de ce qu'on retrouve comme traces du travail qu'on fait sur les documents. Donc voilà, Héloïse Abélard on en a parlé. Semblablement, où est la reine? Alors bon, de manière générale sur le texte, on peut parler du fait que ça parle de cette notion de tempus fugit, le temps passe, tout, c'est un petit peu l'impermanence des religions orientales et du bouddhisme. Voilà, elles étaient belles, etc. Et puis aujourd'hui, c'est quoi? C'est plus rien, elles sont 6 pieds sous terre, c'est de la poussière. C'est même un tomori, c'est tout ça. C'est un thème chrétien qui revient très souvent. Et voilà, tout le texte consiste à faire prendre conscience que il ne faut pas avoir de vanité sur sa beauté parce que c'est pas fait pour durer. La laideur dure beaucoup plus longtemps, disait Gainsbourg. Et donc nous arrivons là, ici, à Semblablement, où est la reine qui commanda que Buridan fût jeté en un sac en Seine. Alors ça, c'est une référence à la tour de Nesle. Je ne sais pas si ça vous parle, la tour de Nesle. Tous ceux qui ont pu lire Les Rois Maudits, ça doit leur parler. C'est en fait donc la tour de Nesle à la base. On va commencer par parler de la vérité, ce qui s'est vraiment passé. C'est l'histoire des belles filles de Philippe le Bel. Donc les fils de Philippe le Bel, je ne sais pas si vous voyez, il y a Louis X le Lutin, Philippe V le Long, Charles IV le Bel,
Et chacun ont épousé une belle princesse, Marguerite de Bourgogne pour Louis X, Jeanne de Bourgogne, qui ne sont pas sœurs d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas le même père, mais bon, Jeanne de Bourgogne, qui est la première fille de Mao d'Artois, qui est un personnage assez central dans Les Rois Maudits, qui a épousé Philippe V, et Blanche de Bourgogne, alors par contre qui est la sœur de la précédente, qui a épousé Charles IV. Et au moins deux de ces trois nanas, la troisième montant la garde, se sont mis à tromper les fils du roi avec leurs amants Gauthier et Philippe d'Aulnay, des apostrophes Aulnay. Et ça a été découvert, d'une manière en plus assez dégueulasse, puisque c'est Isabelle de France, donc la fille de Philippe le Bel, qui avait offert à une de ses belles-sœurs un joli truc, un petit accessoire de mode sympatoche, et puis elle le retrouve accroché à un des frères d'Aulnay. Mais comment tu te retrouves avec ça, toi? Où tu l'as trouvé? C'est un cadeau, pourquoi? Et une enquête est menée, et ils se rendent compte que donc dans cette tour de Nesle, les dames recevaient ces mecs, et voilà, et puis ça baisait, voilà, et ça s'est très mal fini, notamment pour les deux frères, hein, qui ont été roués vifs, écorchés vifs, émasculés, ont eu du plomb soufflé en ébullition épandu sur eux, ils ont été traînés par des chevaux avant d'être décapités. À ce moment-là, le 19 avril 1314. Et ensuite, leurs corps ont été pendus par les aisselles à des gibets. Donc, avant de coucher avec une reine, une princesse potentiellement future reine de France, il faut réfléchir à deux fois. Putain. Ouais. Et ce qui est bizarre, c'est que tout ça s'est transformé pour devenir une sorte de légende urbaine. Une histoire comme quoi une reine, dans la tour de Nesle, recevait ses amants, et pour pas que ça s'ébruite, elle les faisait foutre dans un sac et balancer par la tour dans la Seine. Ça, a priori, ça ne correspond à rien de l'histoire réelle de l'histoire de France, mais c'est comme ça que voilà, la population, ils ont fait une sorte de fake news à partir de cette histoire bien réelle, politique. Et c'est à ça que fait référence François Villon. Et cette légende urbaine s'est amplifiée lorsqu'on a pris le personnage de Buridan, donc Jean Buridan, qui est un philosophe, 1292-1363. On le connaît un petit peu pour l'histoire du paradoxe de l'âne. En plus, c'est même pas lui qui l'a écrit, mais en gros, c'est l'histoire, vous savez, d'un âne. Vous foutez un âne entre deux trucs de foin identiques, ou entre eux. Il y a plusieurs versions, entre un truc de flotte, un truc de foin, et vous le mettez à équidistance des deux, il est tellement con le machin qu'il ne va pas savoir vers quoi aller, il ne peut pas prendre la décision, et il crève de soif et de faim, comme une merde. Ça doit être du spécisme encore, toujours avec un âne, je sais pas pourquoi. Ah là là, voilà, c'était un cheval pour tout à l'heure, mais... Bref, donc ce Jean Buridan, on a commencé à raconter, c'était un petit peu le petit malin de l'époque, c'est un personnage comme ça qui était voilà, vu comme... le gars qui avait de la ressource, qui avait des bonnes idées, un peu filou, tout ça. Et donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé à la tour de Nesle, dans la légende, hein, encore une fois, il a sauté la reine. Pour une fois qu'un philosophe arrive à sauter quelqu'un, excusez-moi, c'est souvenir d'études. Et donc, il a été jeté, sauf qu'il savait ce qui se passait, il savait qu'ensuite il allait être balancé dans un sac dans la Seine, et donc il avait demandé à des étudiants, ses élèves, j'imagine bien le mec qui va pour demander tu veux pas te retrouver dans une barque au pied de la tour de Nesle, rendez-vous ce soir à minuit, hein, tu es là, tu attends. Mais pourquoi, maître? Ta gueule, tu attends. Et donc voilà, il a été balancé dans la Seine, et aussitôt les mecs ont rappliqué, ils l'ont sorti de la Seine, ils l'ont sorti de son sac, il a survécu, et là, j'ai niqué la reine. Voilà, et c'est cette version-là dont que François Villon parle, il en parle dans son texte, il parle pas de la tour de Nesle avec les filles du roi, enfin le truc, il parle de la fake news sur ce pauvre Buridan, à qui évidemment ça n'est jamais arrivé, vous l'avez compris, c'est que de la fake news. Voilà. La reine blanche comme lys, on ne sait pas trop, ça pourrait être Blanche de Castille, donc la petite fille d'Aliénor. Là, à ce niveau-là, ce ne sont que des possibilités, on ne sait pas exactement à qui ça peut correspondre.
alors, par contre, Berthe au Grand-Pied, ça on sait, hein, ça c'est bon, ça, il n'y a pas de problème, c'est Bertrade de Laon, vous savez, l'épouse de Pépin le Bref, la maman de Charlemagne. Berthe au Grand-Pied, c'est un truc, je suis sûr que ça vous a fait marrer à l'école quand on vous en parlait. Berthe au Grand-Pied et tout, Berthe au Grand-Pied, un pied beau, je sais pas. On ne sait pas en fait si c'est un pied beau, si c'est une symétrie déambulatoire ou on ne sait quoi. Ce qu'on sait, c'est que c'est en plein de mysticisme, parce qu'en fait, le fait d'avoir comme ça un pied déformé, un pied différent, c'est un signe qu'on retrouve chez certaines déesses ou personnages mystérieux germaniques, comme Perchta par exemple, qui avait un pied-doigt, ou la reine Pédoc, qui est aussi un personnage comme ça, et à qui on attribue des... C'est un attribut mystique, en fait, d'avoir un pied qui part en couille. Donc voilà, Berthe au Grand-Pied, Béatrice. Alors Béatrice, c'est un personnage de la Vita Nueva, qui est en fait un bouquin de Dante. Dante Alighieri, celui qui a écrit la Divine Comédie, mais c'est dans donc, la Vita Nueva. C'était une... ça a été inspiré, le personnage a été inspiré à Dante par Béatrice Portinari, la Florentine. C'était une incarnation de la beauté, de la bonté, etc. La muse, la guide de Dante. Alice, peut-être Alix de Savoie, on ne sait pas trop, reine de France, épouse de Louis VI, peut-être. Arambourg, qui tient le Maine, ou a priori, ouais, Érembourg, comtesse du Maine, ça colle, qui vécut donc fin 12e. Bon, pour la fin, par contre, alors là, tout le monde sait de quoi on parle. Hein. Jeanne, la bonne Lorraine, quand Gloire brûlèrent à Rouen. Et donc, ça s'est produit, comme je vous disais, l'année même de la naissance de François Villon. Donc voilà, il part de l'Antiquité et il refait comme ça tout un cheminement historique à travers le temps, jusqu'à arriver à des trucs très très contemporains. Et puis l'envoi, voilà, donc on voit qu'en fait il s'adresse à des mecs. Hein. Il parlait d'Anne du temps jadis, mais en fait c'est pour les mecs. Prince, ne demandez pas cette semaine, alors pourquoi cette semaine, je ne sais pas, n'enquérez de semaine où est le son né de 7 ans, donc celles qui sont nées là aujourd'hui, parce que voilà, comme ce refrain vous le rappelle, tout ça est passé, et on a beau chercher, on ne sait pas où sont les neiges d'antan.